Le rapport détaille la situation géographique de tous les crimes, comme le jour sombre de Kisangani, Kasese, Kasika et Makobola. Le rapport détaille les modes opératoires d'extermination. Toi, t'avais quel âge pendant la guerre? J'avais 6 ans. J'avais 6 ans. J'avais 6 ans, mais je me souviens, je sais pas pourquoi. Mais c'est bizarre parce que je me souviens, mais je me suis souvenue plus tard. Tu vois, pour moi, ça a été comme un boîte de Pandore, j'ai tout fermé, mais c'est vraiment plus tard que j'ai commencé à me souvenir qu'en fait, Qu'est-ce qui a déclenché, je dirais, ce retour aux souvenirs de guerre? Alors, le premier retour, je pense, c'est vraiment à l'école. Comme je t'ai dit, c'est les publicités, tu vois. C'est vraiment les dénouements. En ce moment-là, je te dis, mais ça s'est passé quand? Enfin, parce que dans mes souvenirs, je ne me rappelle pas d'avoir vécu la guerre. Mais on t'a dit, non, Kossim Baté, ce qu'on m'a Kossim Baté, tout ça, tout ça. Et je pense que c'est ça qui a. Et aussi, moi, j'ai été plongée, tu vois, dans les domaines humanitaires très tôt. Déjà à 13-14 ans, je faisais partie du premier groupe UNICEF avec YouReport, enfants. Qu'est-ce que vous faisiez? Alors, on a été formés premièrement à tout ce qui était communication audiovisuelle, mais aussi technique des reportages, mais seulement pour les enfants. C'est-à-dire qu'on allait dans des camps de réfugiés. Mais je te parlais de la prostitution juvénile, par exemple, où on rencontrait des enfants, du coup, professionnels des sexes. Et tout ce qui était question de planning familial, violence. Qu'est-ce que pouvaient faire, par exemple, les structures, comme tu disais, il y a beaucoup de structures humanitaires face à de telles problématiques? Qu'est-ce que faisait l'UNICEF et tout ce qui est... Il y en avait beaucoup, effectivement, qui s'en allaient d'après-guerre, c'est aussi qui s'en allaient de la prolifération de toutes les associations d'organisations internationales. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y avait UNICEF, il y avait FAO, il y avait PAM. Je pense qu'il y avait une convergence de forces, mais je pense qu'il s'est dispersé aussi. Je m'appelle Gloria Menahame, je suis juriste internationale et à ce jour, je suis chargée de projet CAIP. CAIP qui est l'association qui a porté et qui porte le projet Genocost. Alors, Gloria, tu as vécu la guerre des 6 jours à Kisangani en 2000. Est-ce que déjà tu peux nous dire qu'est-ce que la guerre des 6 jours? La guerre des 6 jours, c'est cette guerre qui a opposé les armées rwandaises et ougandaises pendant 5 jours dans la ville de Kisangani en 2000. Donc à l'époque, j'ai 6 ans et je suis à l'école. Et il est 10 heures, c'est la fin de la récréation, on siffle, mais tout le monde est en train de courir. Donc voilà. Qu'est-ce que tu te rappelles de ces souvenirs? Alors je me rappelle que effectivement la récré vient de prendre fin, on a sifflé et les adultes sont en train de courir avec nous. Et on entre dans la salle et une des choses à laquelle je me rappelle, c'est ma maîtresse qui crie « couchez-vous ». Et « couchez-vous, il y a les méchants ». Donc c'est le premier souvenir que j'ai. Et en ce moment-là, on s'écouche et elle nous demande ensuite de nous taire, mais on n'entend pas, on crie. C'est des cris, c'est des pleurs de partout. Qu'est-ce que tu te rappelles? C'était quoi, les bruits des bombes, les personnes qui arrivaient, les bruits de potes des soldats, les tirs? Premièrement, c'est d'abord les bruits de tous les autres et la panique des adultes. Donc c'est les premiers bruits auxquels je me rappelle. Les bruits des tirs, c'est vraiment quand je sors de la cour de la récré. Donc en ce moment-là, mon père il vient me chercher. Alors les parents sont arrivés et l'école a refusé d'ouvrir le portail. Donc les parents ont été obligés, il y en a qui ont escaladé le mur, il y en a qui ont carrément cassé le portail. Et c'est quand mon père il me prend moi ainsi que deux autres petites filles, les filles de son ami. Donc il nous prend et c'est au moment où on franchit la grille de la porte que je me rends compte qu'en fait, il y a la guerre. Donc c'est en ce moment-là que j'entends pour la première fois de ma vie les bruits des tirs et des chars. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Donc papa vient vous chercher avec des amis, oui. Vous arrivez à retourner à votre domicile? Pas directement. Alors il vient nous chercher, on arrive, on fait le trajet. Donc moi je suis sur son cou avec les deux autres filles qu'il tient dans ses mains. On fait le premier trajet, mais vraiment à quelques mètres de là, juste à peu près 200 mètres, on se cache parce que les tirs sont tellement forts. On se cache jusqu'au soir. Donc ensuite, vers le soir, quand ça s'apaise, mon père il me confie à un de ses amis sur la moto, donc moi ainsi que les deux autres filles. Et c'est son ami qui nous ramènera chez nous à la maison. Et quand on arrive à la maison, en ce moment-là, on se rend compte que nos frères sont là, mais tout le monde on nous demande d'aller dans la cave parce qu'on habitait une maison, on avait une maison en étage et on avait une cave et on va dans la cave. Combien de temps a duré ce temps dans la cave, caché, reclus? Alors toute la durée de la guerre, 5 jours. Donc 5 jours dans la cave, beaucoup d'enfants, parce qu'il n'y avait pas que nous, du coup il y avait moi
moi, mes frères et sœurs, on est une grande famille, donc on était à peu près 10 ou 12 dans la cave. Et toute la durée de la guerre, on est dans la cave en train de se cacher. Et qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous entendez? Comment était entre guillemets le moral à la fois des enfants, des adultes? Moi, je me rappelle déjà, j'ai été malade vraiment pratiquement pendant toute la durée de la guerre. Et pendant toute la durée de la guerre, les enfants, on joue. Hein. On joue à l'intérieur, on essaie de nous occuper. On joue à police et voleur. C'était un jeu qu'on jouait à l'époque à Kisangani. C'est un jeu où vous êtes répartis entre... il y a des policiers, il y a des voleurs et vous courez et si les policiers attrapent les voleurs. Donc on joue à la guerre, si je peux dire ça. Et comment se passe l'après-guerre? Ensuite, quand vous arrivez à sortir 6 jours après, qu'est-ce qui fait que vous disiez, que vous arrivez à vous dire c'est bon, on peut sortir? En ce moment-là, moi, je me souviens seulement de l'euphorie. Je me rappelle que j'ai 6 ans, je vois les adultes en train de se réjouir, je me réjouis. Pour moi, c'était juste, on était cachés. C'était comme si on avait été pris en otage et on a été libérés. En ce moment-là, j'ai vraiment aucune notion de la guerre, proprement dit. Hein. C'est vraiment quand, après cette guerre-là, quelques années plus tard, que je commence à me rendre compte qu'en fait, qu'il y a eu la guerre. C'est quand on revient à l'école et qu'on voit que l'établissement est presque détruite et qu'on voit l'impact de la guerre sur la ville. Il y a des bâtiments qui sont vraiment détruits, mais Kisangani d'après-guerre et aussi Kisangani de... Moi, j'ai grandi, par exemple, avec des publicités de déminement, des handicaps internationaux où on nous dit quand tu vois Sokomoni, Anana, Kosimbate, et quand tu pars jouer, quand tu vois un jouet qui ressemble à une pomme, ne touche pas parce que ça peut être un obus, ça peut être une mine. Donc c'est en ce moment-là que tu te rends compte que on vient de vivre quelque chose qui était atroce. C'est aussi les Kisangani où je vois venir du coup la MONUSCO. Nous on a déménagé après la guerre et où on habitait, on était vraiment en face du camp de la MONUSCO. Donc les casques blés, c'est aussi Kisangani où il y a la prostitution juvénile avec toutes les filles, les adolescents qui quittent la maison, qui fuient les maisons, qui viennent du coup autour de ces camps-là, c'est livré à la prostitution avec les officiers des Nations Unies. Hein. C'est des casques blés et tout ça. Voilà, c'est vraiment cette période-là. Et à ce moment-là, toi, tu as quel âge? En ce moment-là, je pense que j'ai entre 12 ans. 10-12 ans. Et c'est aussi l'époque où il y a plusieurs associations, plusieurs organisations internationales qui se prolifèrent dans la ville. En 2020-2021, tu retournes à Kisangani oui. Pour la première fois depuis que tu es reparti. Déjà, tu es reparti à quel âge? J'ai quitté Kisangani en 2017. J'ai mon diplôme Voilà. Avant ça, du coup, moi, mes choix de vie, que ce soit professionnels ou même mes choix de vie d'études, ont toujours été guidés du coup par cette quête de la vérité. J'ai fait du droit parce que j'estimais que en faisant du droit, je vais pouvoir défendre. Et quand j'ai fini le droit, je viens du coup en France et je repars en 2021. Et du coup, c'est le choc. je revois en fait un Kisangani qui repart, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le retour vers la période juste après-guerre, quoi. C'est une ville qui est morte, économiquement, socialement. Les entreprises mortes, les agents économiques sont morts. Il faut savoir que Kisangani, avant que moi je parte, faisait partie du coup de la province orientale. Avec le démembrement de province, du coup ça c'est resté la Chopo, du coup c'est une île donc enclavée. On était approvisionné par Ituri, on était approvisionné par Goma, on était approvisionné, il y avait les mines d'or des Lituri, par exemple Sokimo, qui dépendait des Kisangani directement. Je pense qu'il y a une omerta qui est imposée à la guerre des Kisangani. Parce qu'aujourd'hui encore, quand on tape par exemple la guerre des 6 jours, la seule guerre qui sort, c'est la guerre d'Israël. Je pense aussi que les politiques internes qui sont mises en place sont des politiques, que ce soit au niveau de l'école ou même au niveau de la sensibilisation. Ces politiques-là ne favorisent pas à ce que cette guerre-là soit connue. Et est-ce qu'il y a des initiatives pour justement commémorer toutes ces personnes qui sont mortes? Je sais pas, je n'ai pas le chiffre précis, mais... Je pense qu'on parle d'à peu près plus ou moins 2000 morts. Hein. Plus ou moins 2000 morts, des graves dégâts matériaux, des enfants enrôlés, des femmes et des filles violées.
Aujourd'hui, alors en 2020, alors j'ai rejoint Ukumbusho, qui était un festival qui avait été mis en place par le Jeune de Kisangani, qui est un festival justement pour commémorer les morts de la ville de Kisangani. C'est un festival qui a été mis en place par les enfants de la ville de Kisangani, le jeune, hein, le jeune actif de la ville de Kisangani, mais franchement, ça reste encore local. Donc, chaque 5 juin, il est répare, le cimetière est répare, on coupe les herbes et on oublie, on attend le 5 juin prochain. Donc, il n'y a pas de mémorial, il n'y a pas... Non. Et tu fais justement partie de la plateforme Kype. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, j'ai rejoint Kype parce que j'ai estimé qu'en fait, cette association en fait, rencontrait mes propres idéaux. Donc, Kype, c'est l'association, comme je disais, qui a porté et qui porte le projet Génocost. Génocost est un projet qui a pour objectif majeur donc, la commémoration des victimes de guerre en République démocratique du Congo, donc à l'est de la République démocratique du Congo. Il demande aussi l'avènement d'un tribunal international pour le Congo, mais aussi la reconnaissance en interne du génocide des Congolais pour des gains économiques. Donc on a reçu une première victoire, c'est aujourd'hui d'avoir la loi Génocost. C'est cette loi-là qui commémore en interne les génocides des Congolais pour des gains économiques. Est-ce que justement les actions comme Kype, Génocost peuvent peser sur la mise en place de mémorial au Congo? Oui, parce qu'en fait, il s'agit non seulement d'un plaidoyer qui est institutionnel, c'est-à-dire qu'auprès des organisations internationales, des institutions du pays, mais aussi d'une commémoration, mais aussi d'un éveil de la communauté, en fait. D'un éveil de la communauté. Aujourd'hui, les discours des Kype, c'est dire que chaque 2 août, où que vous soyez, Congolais de la diaspora ou encore Congolais vivant en RDC, allumer une bougie et une pensée pour des milliers de morts pour la guerre du Congo. Depuis plus de 30 ans aujourd'hui, les gens meurent, les femmes sont violées, les enfants sont déracinés en République démocratique du Congo. En fait, un seul mémorial ne suffira pas pour plus de 12 millions de morts. Je pense que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est vraiment une concertation de force, une synergie de force, parce que les organisations comme Kype, il en existe beaucoup. Il y a notamment Lisanga Manamoka qui fait un travail exceptionnel avec les marches ici au sein de la diaspora. À Goma, il y a le festival Amani qui est un moment de recueillement, mais aussi de commémoration de toutes ces guerres-là. À Kisangani, il y a Ukumbusho. Donc je pense que ce soit la diaspora doit avoir aussi un ancrage au Congo. Et c'est cette synergie de force là qui fera à ce qu'aujourd'hui on arrive à avoir un plaidoyer, parce qu'un mémorial peut avoir plusieurs formes. Ça peut être une statue, ça peut être une maison désaffectée où justement les histoires de la guerre sont répertoriées, ça peut être tout simplement un lieu de commémoration. Donc un mémorial ne suffira pas. Je pense vraiment qu'il faut des lieux de commémoration dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a des personnes aujourd'hui congolaises qui ne sont pas au courant de cette guerre. Comment toi tu les rends accessibles aux autres? C'est d'en parler. Moi j'en parle depuis que j'ai 15 ans. Je parle de la guerre et depuis je n'arrête pas. Et quand je dis en parler, c'est la sensibilisation, mais aussi dans l'écriture. Donc il y a eu j'ai écrit des articles sur la guerre des 6 jours où justement je suis en quête de réponse, parce que jusqu'à aujourd'hui je suis en quête de réponse. J'ai 6 ans et à 6 ans je vécu une guerre injuste et personne ne m'a jamais expliqué pourquoi. Et j'essaie de comprendre, mais je porte pas que ma voix, mais la voix de toute ma génération. Donc c'est vraiment d'essayer de dire et d'essayer de comprendre, parce que on ne peut pas en parler ou mieux, sensibiliser quand on ne comprend pas soi-même. Donc, alors, je suis en train d'écrire un livre que j'ai intitulé La guerre des uns, la vie des autres. Donc, justement, parce que j'ai estimé que c'était la guerre des uns, donc la guerre du Rwanda et de l'Ouganda, la vie des autres, donc ma vie. Et dans cette guerre-là, je questionne du coup la place de la victime, parce que quand les gens se battent, la guerre est souvent la cristallisation des conflits ou encore des idées opposées entre des protagonistes, mais quand la guerre éclate, elle embarque avec elle la victime. Sauf que la victime, elle se retrouve dans cet engouement de la guerre, elle ne sait pas quoi faire. Du coup, elle doit se battre pour quelque chose. Tant qu'elle est là, il faudrait qu'elle se batte pour quelque chose. Et je questionne la place de la victime dans cette guerre-là et je pose des questions. Et j'essaye du coup de questionner aussi l'impact psychologique et moral des victimes de la guerre, parce que
les politiques en fait de prise en charge psychologique et morale, moi je ne l'ai pas vu après la guerre des séjours à Kisangani. Encore aujourd'hui, on parle des questions de réparation, mais la question de l'impact psychologique et moral n'est pas abordée. Et comment tu l'abordes dans ton livre, dans ta propre vie, quelle a été cette démarche pour guérir, si tu l'es aujourd'hui, je ne sais pas, si tu guéris psychologiquement? Oui. Alors pour moi, comme je l'ai dit, la guerre des séjours a été... je l'ai mis dans une boîte de Pandore dans ma tête et je l'avais fermée. C'est vraiment quand j'ai commencé à écrire mon livre que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais des traumas. Un des premiers traumas, je suis constamment en train de me battre. Je suis constamment en train de chercher les réponses. Je suis constamment en train de me battre. Je dis toujours que je suis de tout le combat. Donc, j'ai été comme ça. Quand tu dis te battre, tu te bats pourquoi? Contre qui? Avec qui? Effectivement, avant, c'était éparpillé parce que je me bats contre l'injustice. Je me bats contre toutes les causes que j'estime justes, que ce soit l'éducation, l'accès aux droits. Et c'était vraiment éparpillé parce que je n'arrivais pas à savoir contre quoi je me battais. Donc, et c'est seulement quand j'ai commencé l'écriture de mon livre et je voulais faire une expérience, je suis allée voir une psy. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, ça faisait partie des traumas. Un des traumas, par exemple, moi, jusqu'à mes 25 ans, je ne mangeais pas de la viande. Et je ne savais pas pourquoi je ne mangeais pas de la viande. Moi-même, je ne savais pas, ma famille ne savait pas. Je ne mangeais pas de la viande de chèvre, je ne mangeais pas de la viande de bœuf. Et quand j'ai vu la psy, elle m'expliquera que est-ce que ça peut être, est-ce que j'ai vu du sang quand j'étais petite et tout ça là, mais je n'arrivais pas à comprendre le lien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant la guerre, on avait la viande des chèvres chez nous à la maison et c'était la seule viande qu'on a mangée pendant 6 jours. Et on était dans une cave, on l'a cuisinée dans la cave et cette odeur-là m'a dégoûtée. Et je me suis aussi rendu compte que quand mon père il m'a pris dans son dos, j'ai vu du sang, moi. J'ai vu du sang, j'ai vu quelqu'un tomber et pour moi, c'était comme si c'était quelqu'un, c'était un bœuf qui était juste tombé là avec du sang. Et depuis lors, ça a créé en moi ces rejets de la viande de bœuf. Et ça, je ne le savais pas avant d'avoir consulté une psy. Donc c'est important parce que tu dis, parce que tu montres à quel point aussi il y a cette guérison psychologique Oui. qu'il faut effectuer et qu'il ne faut pas forcément négliger ça, parce que parfois on se dit, bon, la dépression, les problèmes psychologiques, on ne les traite pas forcément peut-être en profondeur, ou peut-être on n'en est pas forcément conscient, surtout. Ou juste d'expliquer, d'expliquer. Alors, la guerre est arrivée, on est en 2000, j'ai 6 ans, je l'ai vécu, personne ne m'a expliqué, même pas mes parents. Enfin, personne ne nous a dit qu'en fait, là, vous venez de vivre une guerre et c'est à cause de ça, ça, ça. Et tout au long de mon parcours, même scolaire, c'est-à-dire académie scolaire, j'en ai plus jamais entendu parler. C'est vraiment moi, je suis allée faire mes recherches, je suis allée chercher. Et la première fois que j'en parle publiquement, c'est en 2020, devant le prix Nobel de la paix. Et j'en parle et là, j'ai les gens qui m'écoutent, les gens qui sont émus, les gens qui savent pas, qui sont ignorants. Et là, je me questionne en fait, je me pose la question de savoir comment est-ce que cette guerre-là, c'est tellement grave, comment les gens ne sont pas au courant. Et c'est des Congolais qui semblent ne pas être au courant. Et justement, quand tu en parles à ce moment-là, quelles sont les réactions des gens? Alors quand j'en parle en ce moment-là, j'ai de l'émoi, mais ça ne me satisfait pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'estime que j'avais pas utilisé la bonne méthode. Parce que avant, j'ai eu en fait plusieurs réunions avec notamment les organisateurs de la conférence pour venir me dire un peu ce que je devais dire. C'était quoi la conférence, si tu peux... Alors la conférence, c'était la conférence à l'honneur du prix Nobel de la paix à la chaire UNESCO à Lyon. C'est une conférence qui est organisée chaque année, on met des thématiques de guerre, etc. par la chaire UNESCO Lyon. Et cette année-là, du coup, c'était à l'honneur du prix Nobel de la paix. Et alors, je décide de prendre la parole, sauf que les organisateurs me font comprendre que au moment où je prendrai la parole, il faudrait que je le dise avec des termes politiquement corrects. Il faudrait que j'essaie de camoufler. Et moi, j'adhère dans ces mots-là. J'entre dans ces mots-là et je dis, OK, je vais faire un poème. Je sais faire le poème, j'en fais depuis que je suis toute petite. Je vais faire un poème. Et dans ce poème-là, c'est un poème d'une victime. Alors, je mets en scène une victime de violence sexuelle qui accorde un pardon à son bourreau. Sauf que le pardon, le bourreau, lui, il n'a pas demandé. J'ai écrit un premier article sur la réparation. Donc, j'ai commencé à parler de la réparation. C'est en ce moment-là que je... tes articles? Alors, le premier, il avait été publié sur Les Potentiels, le journal Les Potentiels. Le deuxième, sur Actualité CD.
Il y a également un autre film narratif sur YouTube qui a été écrit, narré par moi-même, qui est publié sur ma page YouTube du coup. En ce moment-là, je commence à questionner la question de la réparation. Donc, je me dis, en fait, on ne peut pas s'arrêter à l'émotion, à se dire que « Ah, mais c'est triste ce que tu as vécu. » Quoi? Enfin, il faudrait que vous réparez, il faudrait que les gens entendent, il faudrait que les responsabilités soient établies. Et comment est-ce que ces responsabilités-là doivent être établies? Je commence à rechercher les auteurs. Donc, dans ma guerre à moi, je sais que c'est le Rwanda et c'est l'Ouganda. Ils sont nommés. En ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qu'il faut pour que ces personnes-là payent? Et je réalise que, par exemple, en 2000, la RDC avait amené devant la CIJ, donc la Cour internationale de justice, le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda, en 2005, avait été condamné, le Rwanda non, parce que le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la Cour. Donc, en ce moment-là, je questionne également jusqu'où, en fait, du coup, la communauté internationale est incapable. Donc, la capacité de la communauté internationale à poursuivre des auteurs des crimes avérés. Parce que le Rwanda peut se dire, OK, je n'ai pas reconnu la compétence de la Cour, donc vous n'avez pas à me juger, vous n'avez pas à me condamner, sauf que l'Ouganda ne s'est pas battu tout seul. Jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de reconnaissance à ce niveau-là? Non, il n'y a pas de reconnaissance en ce niveau-là. Donc l'Ouganda a été condamné à la réparation. Aujourd'hui, des informations qu'on a, c'est que l'Ouganda a payé, une première partie en tout cas, de ces réparations-là à la République démocratique du Congo. Et du coup, c'est la République démocratique du Congo de travailler à mettre en place un mécanisme de réparation pour la ville de Kisangani. Mais pour revenir encore sur le fait que l'Ouganda qui a reconnu a payé une partie, qu'en est-il de l'autre partie déjà? Alors, dans les systèmes internationaux, j'aborde un peu la casquette de juriste, il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'adjudication. Donc, quand un État est condamné, on renvoie du coup aux États de trouver eux-mêmes la manière dont la réparation va se faire. Donc, après, c'est des démarches qui sont politiques. C'est-à-dire que le Congo et l'Ouganda devraient se mettre d'accord sur la manière dont ils vont réparer, sur le montant, etc. Donc, la Cour internationale de justice s'arrête à condamner et à dire que l'Ouganda doit des réparations à la République démocratique du Congo. Et derrière, il faudrait qu'il y ait une politique, et une démarche de la part de la République démocratique du Congo pour aller en fait demander cette réparation. Alors, la première partie de la réparation avait été versée, donc c'est une réparation pécuniaire. Des informations que la deuxième partie de la réparation n'a pas été versée, la deuxième ou la troisième n'a pas été versée parce que justement, quand le nouveau pouvoir en place est arrivé, il y a eu du coup des accords qui ont été mis en place. C'est le droit du gouvernement, des accords qui peuvent être mis en place entre les deux gouvernements. Donc, il y a eu des accords qui ont été mis en place pour se dire qu'ils ne payent pas. Et ça s'arrêtait là. Et peut-être en contrepartie, autre chose. Mais cette autre chose, on ne sait pas c'est quoi. Tu as aussi parlé du Rwanda. Le fait que le Rwanda n'a pas reconnu, c'est la CNJ, c'est ça? La CIJ. CIJ, pardon. Le fait que le Rwanda n'ait pas reconnu donc, ce verdict-là, alors que les faits, les témoignages prouvent que la guerre de Kisangani, pour tous ceux qui ont fait de l'histoire, qui sont renseignés, on sait que c'est l'Ouganda et le Rwanda qui se battent encore une fois pour les minerais, pour les diamants du Congo. C'est un fait. Mais comment ça se fait qu'ils peuvent avoir ce droit de ne pas reconnaître et de ne pas être condamnés, donc de ne pas payer? J'arrive pas à comprendre ça. C'est la limite du droit. La limite du droit, c'est qu'en fait, les États sont souverains. Alors, la CIJ est une cour créée par les États. Donc, c'est les États qui donnent la compétence à la CIJ de connaître des crimes entre les États, des responsabilités en tout cas entre les États. Mais quand ils font ça, les États, ils sont tellement jaloux de leur souveraineté qu'ils ne donnent pas toute la souveraineté. Donc, ils donnent la possibilité à chaque État de reconnaître la compétence de la Cour. Donc, tant qu'un État n'a pas ratifié, n'a pas reconnu la compétence de la Cour, c'est problématique. Alors, il y a une autre juridiction que moi je trouve très intéressante, qui est la CPI. La CPI, cette fois-ci, qui a une compétence personnelle qui, au lieu de juger les États, juge les personnes. Moi, je le trouve très intéressant parce qu'en ce moment-là, on ne jugera pas le Rwanda, on jugera peut-être le colonel rwandais qui a donné l'ordre, on jugera les décideurs rwandais qui a donné l'ordre. Et en ce qui concerne le rapport mapping, qu'est-ce qui fait que jusqu'à
jusqu'à maintenant, en fait, l'État congolais ne s'appuie pas dessus pour réclamer justice, pour effectuer donc des condamnations de ces différents bourreaux qui sont cités dans ce rapport. Alors, la question du rapport mapping est tout aussi complexe parce que aujourd'hui, les personnes qui sont citées dans les rapports mapping font partie du gouvernement congolais. Donc, en quelque sorte, l'État congolais se retrouve juge et partie. Et dans ce qu'on appelle l'accord à l'africaine, c'est tout le temps des accords où les bourreaux d'hier font partie du gouvernement. Donc, quand il faut cesser les faits, on appelle toutes les forces concomitantes, les forces vives de la République, et on essaie de se partager le gâteau. Donc, on s'est dit, c'est ce qui s'est fait notamment avec Kabila en 97, où on se dit, OK, il y aura un président avec 4 vice-présidents. Parmi les 4 vice-présidents, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Azarias Roubirois, auteur de RCD, enfin chef de RCD, il y avait Bemba qui est chef de MLC, tous des chefs de guerre. Donc en ce moment-là, du coup, les personnes qui étaient hier des bourreaux ou des rebelles de guerre font partie du gouvernement actuel et ça a toujours été le cas. Donc je pense que les responsabilités peuvent être établies et peuvent être partagées. La timidité du gouvernement congolais, en tout cas, de ne pas s'appuyer sur les rapports mapping, c'est parce que du coup, la plupart de personnes, encore les personnes qui sont citées, parmi les personnes qui sont citées dans les rapports mapping, il y a aujourd'hui des personnes qui font partie du gouvernement congolais. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le rapport mapping pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, le rapport mapping, c'est un rapport qui avait été établi par des experts des Nations Unies en deux parties. La première partie, c'était d'enquêter sur les exactions qui avaient été commises depuis la Deuxième Guerre du Congo, donc on est en 92 ou 98 jusqu'en 2003 à peu près. Donc ça, c'était la première partie du rapport mapping. Quelles sont les exactions commises, les victimes, pourquoi cette guerre-là? Et le deuxième rapport, c'était de nommer, donc de citer les personnes qui sont auteurs de ces crimes-là. Donc c'est des personnes, il y a entre autres les personnes physiques, il y a entre autres des États qui ont été cités, il y a aussi les entreprises, les multinationales qui ont été citées. En fait, la République démocratique du Congo a toujours coïncidé avec les plus grandes révolutions du monde. Déjà à l'époque du caoutchouc, à l'époque de Léopold II, on parle de millions de Congolais qui sont morts et des mains coupées. Parce qu'à cette époque-là, c'était les caoutchoucs qui faisaient rage dans l'industrie de l'automobile, donc tout ce qui est pneus, automobile, etc. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, on a la bombe de Hiroshima, Nagasaki, qui est fabriquée et qui va aller bombarder la ville de Hiroshima. C'est encore l'uranium qui a été du coup extrait en République démocratique du Congo. On arrive dans les années 2000, c'est l'essor de la technologie, les téléphones portables, etc. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo détient plus de la moitié du colbalt et du cuivre. Et du colbalt et du coltan, mais aussi du cuivre, de l'or, etc. Et cette richesse-là se trouve essentiellement à la partie est de la République démocratique du Congo. Donc cette guerre-là est géopolitique. Cette guerre-là est économique surtout et politique. Politique pourquoi? Parce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo en guerre, ça veut dire le matière première moins chère. Et du coup, toutes les politiques internationales, tous les accords internationaux se font en fait en rapport avec ces marchés-là. Donc on ne peut pas nier en fait l'impact de l'économie et de la guerre du Congo. Les acteurs et les auteurs même de cette guerre-là, c'est mondial. C'est les grandes puissances internationales. Les rapports mapping citent nominement Tesla, citent nominement Apple, citent nominement Samsung, qui sont des grandes filiales économiques. Les rapports mapping citent aussi les États. Ils citent les États, notamment les États occidentaux, qui soutiennent du coup cette guerre-là. Quand on dit soutenir, on parle pas que de la vente des armes, etc., mais on parle des accords. Aujourd'hui, l'Union européenne a mis en place un accord avec le Rwanda sur le minerai dans la région des Grands Lacs. Dans le rapport mapping, une des choses qui avait été demandée, c'était de tracer l'itinéraire des minerais en fait, de pays des Grands Lacs. Donc, en termes de production aujourd'hui, le Rwanda vend plus de coltan et de cobalt qu'ils n'en produit.
Et quand la Chine achète, quand la France achète, quand l'Angleterre achète, bah, on peut se poser la question de la responsabilité, puisqu'en fait, pour qu'il y ait un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur. Donc, quand ils achètent des minerais de sang, comme on l'appelle chez nous, des minerais de sang, en quelque sorte, bah, ils soutiennent cette guerre-là. Le cas des femmes violées. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui ces femmes sont réparées, indemnisées, accompagnées, à part avec la structure pas dit du docteur Mukwege? Là, on voit qu'il y a le FONAREV. J'ai écrit mon mémoire de fin de cycle sur du coup, la réparation comme mécanisme de protection des droits humains. Donc, j'ai abordé la question de réparation des victimes des crimes sexuels, notamment au Congo. Et dans mon mémoire, j'ai critiqué en fait la forme d'indemnisation au Congo reconnue par les droits positifs congolais, qui était du coup une indemnisation qui est pécuniaire. Donc, comment tu veux, toi, aujourd'hui, réparer une femme qui a été violée avec son enfant devant son mari en lui donnant 1 000 €? Comment tu calcules ça? Et évidemment, la structure du docteur Mukwege est une structure qui est beaucoup plus globale, qui essaie d'accompagner dans cette démarche de réparation. Donc je pense que la réparation doit être globale, elle doit être intégrale. Donc il y a la réparation pécuniaire qui existe, mais il y a aussi d'autres types de réparation. Donc comment tu veux réparer tout un village où les femmes ont été violées, par exemple? Donc comment tu veux réparer une ville où du coup les femmes ont été déshonorées? Donc il y a plusieurs autres types de réparations qui ont été prévues, notamment par le CDI. Notamment les garanties de non-répétition. Notamment, le gouvernement congolais avait l'obligation de protéger sa population. Quand elle faillit à cette obligation de protéger, est-ce que, il y a des réparations, par exemple, qui peuvent être symboliques. C'est de reconstruire des villages, reconstruire des écoles, des demandes de pardon publiques. Il y a aussi, comme je te disais, des garanties de non-répétition. C'est-à-dire que, écoutez, les femmes, ça va plus recommencer, ça va plus se faire. Mais il y a aussi des réparations qui sont morales et psychologiques. Je pense aujourd'hui que, oui, Pandi est une des seules structures qui aborde vraiment cette réparation de façon globale. Il y a eu la création avec la loi Génocost, la création des FONAREV. La création des FONAREV, qui est une structure portée par le cabinet de la Première Dame, je pense la Première Dame qui est en train de faire un travail. Quel est ton message envers la jeunesse congolaise, la jeunesse du monde? Quel est ton message pour la justice et la paix au Congo? Premièrement, je voulais déjà dire que je suis très fière de ma jeunesse et de ma communauté, de ce qu'on est en train de faire. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. Et on est en train de créer quelque chose, on est en train de créer un narratif et ça a déjà commencé, ça ne va pas s'arrêter. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi le terme génocide était tellement alors sacré. En fait, c'était comme si on n'avait pas le droit d'utiliser, que les derniers génocides en place étaient celui du Rwanda. Et la jeunesse congolaise aujourd'hui a créé le Génocost. Génocost qui veut dire le génocide des Congolais pour des gains économiques. Donc c'est une façon de dire, si vous ne voulez pas du génocide, tant pis, on va l'appeler comme on le veut, mais en fait, on va créer quelque chose et on va dire avec nos mots, avec nos termes, ce qui est en train de se passer. Awa toleli pe mingi o mokolo nini tokosala matanga.